Passer de 1 à 2 biens immobiliers, bref, comment développer son patrimoine, c'est le DOS dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios, une initiative de Top Agent en collaboration avec Eloya et PNV. Et pour ce nouvel épisode, comme à chaque fois, évidemment, on retrouve une belle bande de passionnés et de BG. Ils sont là, de retour. On va commencer par le visage et la voix que vous connaissez. Nayani est avec nous. Comment ça va, Nayani ? Très bien, merci. Et toi ? Je te sens particulièrement en forme, toi, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien. On a ouvert un petit bouton, on se met en mode BG. C'est déjà l'été pour Nayani. C'est samedi, il fait chaud, on en profite. Moi, je pense qu'il a un bateau à vendre et ça a dû l'inspirer. C'est ça, Nayani, non ? Exactement. Donc, si jamais vous cherchez un bateau de style loft, j'en ai un sur Anvers. Donc, voilà, à vendre. Voilà. Et puis 2 petits nouveaux dans l'équipe, des voix que vous allez découvrir, des visages aussi que vous allez découvrir. Alors on va commencer par un ami, celui qui est à ma gauche, monsieur Anthony Urbain. Tout ce que vous devez retenir, c'est qu'il est hyper compétent. Comment ça va, Anthony ? Ça va super bien, et toi ? Eh ben, je suis content de te retrouver dans ce bel épisode avec ta belle chemise verte de bûcheron. Ça te change un peu de ton costume cravate. Il s'est passé quoi ? Tu m'as dit que c'était une émission jeune, qu'on était entre potes, qu'on allait discuter, qu'on allait un peu, comme une discussion entre potes, quoi. Donc je me suis dit, je vais pas remettre mes potes en costard. Non, tu as raison, t'es vraiment beau gosse. On vous invite à nous rejoindre aussi sur YouTube, les amis. On est en podcast, mais vous pouvez aussi nous voir sur YouTube. Tous les épisodes sont disponibles. Et puis un petit nouveau, c'est sa toute première. Cette fois-ci, il vient tout droit de WeInvest. Vous connaissez cette agence immobilière, cette franchise. On ne sait plus trop comment elle est nommée. Une agence marketing dans le secteur de l'immobilier. Il va nous le dire dans un instant. C'est Ken qui est avec nous. Comment ça va ? Bien. Merci beaucoup de m'inviter. Ça fait plaisir. Tu es cohérent, tu as sorti le petit nœud pape. Je voulais mettre le hoodie, on m'a dit c'est entre potes. John m'a dit non, tu m'as pas. Il faut respecter cohérence, personal branding, c'est important. Mais WeInvest aujourd'hui en 2023, c'est quoi exactement ? Alors, comme tu dis, c'est presque. Moi, je dis parfois en rendez-vous avec les clients, on est presque une agence de marketing avant même de faire de l'immobilier. Mais en vrai, on est devenus les meilleurs dans l'immobilier et dans le marketing. Donc, c'est parfait. Et donc, on fait appel à vous si on a un bien à vendre. Ou on fait appel à vous aussi si on veut avoir des conseils pour vendre soi-même son bien aussi ? Oui, on te donne les conseils. Après, on aimerait bien que tu vendes avec nous. Tu vois, mais... J'imagine. Vous n'êtes pas agent immobilier pour rien. Bon, les amis, le dos du jour, c'est quand même comment passer de 1 à 2 biens immobiliers. On a fait un épisode sur l'accès à la propriété. Mais là, on passe un step. Souvent, le premier bien, c'est souvent le plus difficile à se procurer. Mais le deuxième, quand même, développer son patrimoine, c'est quand même assez excitant. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, une petite anecdote de Ken. C'est ta première, donc il faut que tu nous balances un dossier. Il s'est passé quoi là dans ta vie ces derniers temps ? Ça tombe bien puisqu'on aborde le sujet de comment passer au 2e bien. Et moi, je suis passé au 2e bien cette année. Et il y a pas mal de gens qui m'ont dit oh non, achète pas ça et tout, ce que j'ai acheté dans un quartier qui n'est pas hyper sexy. Je me suis dit non, bon rendement, petit studio qui me rapporte plus ou moins en cash flow, presque 500 € par mois. Donc du solide. Mais quand c'est trop bien payé, c'est suspect. C'est qu'il y a quelque chose. Et en fait, après là que j'ai découvert qu'au rez-de-chaussée et au premier étage, c'est un seul propriétaire, il a mis des putes. Non. Et donc on est en justice là parce que c'est très très compliqué. Mais tu vas faire quoi alors ? paye pour l'instant parce qu'à mon avis il est peut-être client, tu vois. T'es dans une situation qui est complexe quand même. Ça c'est compliqué. Tu vas faire quoi alors ? Tu vas te battre ou tu vas le revendre ton appartement ? Ou tu vas profiter des services qui sont proposés au rez-de-chaussée ? Pour l'instant il va être difficilement vendable. J'imagine. Tant que mon locataire paye, je mets ma tête dans le sol et je fais comme s'il se passait rien, tu vois. Et ben voilà, première anecdote gênante de cette émission, les amis. Tout au long de l'émission, vous le savez aussi, on partage des belles anecdotes. Et Anthony, toi aussi, je sais que tu en as beaucoup. Alors toi, tu vas nous parler évidemment de tout ce qui est financier. Monsieur Chiffre, dans cette émission, ce sera toi. Nayani, il est toujours là. On ne sait pas toujours pourquoi, mais je pense qu'il aura quelques belles anecdotes encore à nous partager. Voilà, il est juste là pour vendre son bateau. Donc à tout moment, il va le placer. Vraiment, à tout moment. On va rentrer dans le vif du sujet. Comment passer de 1 à 2 biens immobiliers ? Alors, la question que j'ai envie de vous poser pour démarrer, c'est finalement, est-ce qu'on se pose les mêmes questions ? Est-ce qu'on doit se poser les mêmes questions quand on achète un premier bien ? Est-ce que c'est les mêmes réflexes à avoir ou alors finalement, il faut penser différemment ? Anthony ? En tout cas, du point de vue du financement, du point de vue de ce que tu veux faire, non. Quand tu es investisseur, je vais dire que tu vas plutôt choisir une localité déjà qui est peut-être plus rentable, effectivement, alors que le bien que tu as acheté pour toi, tu vas plus chercher du confort, etc. Donc, tu vas pas forcément chercher de la rentabilité et du cash flow. Et deuxièmement, pour parler justement un peu chiffres, au niveau de tout ce qui est taux, de tout ce qui est, je vais dire, manière d'investir, quand tu es investisseur, le taux, tu regardes un peu moins, tu fais plus des calculs de plus et de moins. Et si effectivement tu es rentable avec tes plus et tes moins, alors c'est que ton investissement est bon. Bon, le king de l'achat dans cette émission, ça reste Nayani. Nayani, est-ce que tu rejoins ce qu'Anthony vient de dire ? Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. La seule chose, c'est que maintenant, à partir du moment où tu veux acheter un 2e bien immobilier, le dossier se présente d'une manière tout à fait différente. Donc, il y a des aspects, il y a des points qui sont très importants à garder en tête parce qu'on ne présente pas le 2e achat comme on présente le premier achat. Ok. Ça, je peux développer, mais on peut...
Ouais, on fait un petit tour de table et puis on reviendra évidemment. On a 20 minutes pour aborder cette thématique-là. Ken, tu es d'accord avec tout ce qui vient de se dire? Tu as envie de rajouter, nuancer peut-être quelque chose? Non, ouais, je suis d'accord. La localisation est très importante et préparer un bon dossier, c'est important aussi. Il faut savoir que quand on achète un premier bien ou même le deuxième, il faut essayer d'enlever les sentiments là-dedans. C'est pour ça que c'est moi qui décide et pas ma femme. Mais donc, non, quand on achète un bien d'investissement, il ne faut pas s'imaginer vivre dedans. Il y a des gens qui vivent dans des quartiers partout en Belgique où peut-être que nous, on n'a pas envie d'aller. Mais en vrai, si c'est efficace, belle petite salle de douche, belle petite cuisine, les gens louent. Et donc, il faut pouvoir sortir ça, acheter rationnellement. Donc, juste bien vérifier quand même ce qui se passe au rez-de-chaussée et au premier. Exact. C'est important. Très important. Mais justement, préparer un bon dossier, là, je l'ai entendu, mais ça veut dire quoi concrètement, préparer un bon dossier? Un dossier pour qui? Pourquoi? Tu as le dossier. Donc, tu as le dossier, pour moi, tu as toute la partie financement, et je pense que c'est de ça qu'il voulait parler aussi. C'est de dire qu'en gros, tu dois un peu connaître ce que ton intermédiaire, donc ça peut être un banquier, ça peut être un courtier, peu importe, attend de toi. Et donc, connaître les critères, entre guillemets, et arriver avec un dossier qui est déjà. Que tu montres à ton intermédiaire, que tu comprends et que tu investis intelligemment, c'est déjà super sympa. Et ça permet aussi, en plus, aux banquiers à l'intermédiaire de pouvoir t'aider sur des choses qui sont peut-être plus importantes que juste avoir le bon dossier bien préparé, quoi. Ken, un bon dossier, des choses concrètes? En fait, il faut bien s'entendre aussi avec son expert, parce qu'aujourd'hui, on sait que l'expertise pour acheter un bien immobilier, elle est indispensable. Et donc, moi, j'aime bien acheter, on va dire, des croûtes, parce que l'expertise, au moment de l'achat, souvent, l'expert se base sur l'offre que tu as faite, et donc, il va mettre le prix d'achat. Il ne va pas se casser la tête, il ne va pas mettre plus, il ne va pas mettre moins. Tu auras ton expertise. Mais avec quelques travaux très précis, une fois que tes travaux sont faits, tu peux faire réexpertiser ton bien. Et tout à coup, tu sais gagner 15-20% de plus-value, alors que ce n'est pas ton argent, tu vois, c'est l'argent de la banque. Et tu achètes un truc à, je sais pas moi, 150, 200 000, tu prends 10-20%, tu as directement 40 000 de disponibilité pour acheter ton nouvel appartement, ton deuxième bien, justement. Et quand tu peux réutiliser, en fait, la plus-value, entre guillemets, fictive que l'expert aura donnée pour réinvestir. Au lieu de sortir l'argent toi-même, tu utilises ça. On va justement parler dans un instant justement de ce qu'on fait avec le bien qu'on a déjà. Est-ce qu'il peut aider justement pour l'achat d'un deuxième bien? Donc on va en parler dans un instant, mais on continue avec le dossier Nayani. La phase de préparation finalement, avant l'achat d'un deuxième bien. Il faut vraiment se dire aussi qu'on parle aussi à toutes des personnes qui n'y connaissent strictement rien. Déjà, ça a été galère pour eux d'acheter un premier bien. Et là, j'entends, il faut préparer un dossier, Moi, ça me fait peur. Donc concrètement, je fais appel à qui et je mets quoi dans ce dossier? Concrètement, le premier bien, c'est la première marche d'un escalier. C'est comme ça qu'il faut le voir, c'est que le premier bien, c'est la première marche, il faut savoir s'appuyer dessus pour pouvoir mieux sauter. Et donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il faut déjà, à partir du moment où on a déjà un bien en main, déjà bien l'évaluer par un expert actuel, donc dire, voilà, le bien à l'époque de l'achat, il valait autant, X années plus tard, il vaut autant, et grâce à cette différence de plus-value entre les deux, on a une marge sur laquelle la banque peut s'appuyer pour mieux donner un crédit. Donc, c'est très important d'avoir une excellente expertise sur le premier avant d'enchaîner le deuxième. Ça, c'est la première chose. Et ce qu'il explique aussi, c'est super important. Il dit dans sa phrase, il y a quelques années plus tard, on le réexpertise. C'est vrai que là, par contre, il faut être honnête par rapport à ça. Si tu viens d'acheter ton premier bien et que tu veux de suite acheter le deuxième, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Là, c'est chaud. Parce que l'expertise, justement, en question, il n'y a pas de plus-value. Alors, quel timing? Alors, quel délai? Au minimum, je dirais, il y a des gens, ils achètent dans la même année 2 biens, c'est possible aussi. Mais au minimum, je dirais 2 années, ça me semble quelque chose de totalement cohérent entre le premier et le deuxième, dans le sens où il y a le temps que le marché monte un petit peu, que le bien, si ça se trouve, on a fait des travaux dedans, il a pris un peu de valeur, et le deuxième, on a une bonne affaire immobilière en cours, donc il y a une possibilité sur 2 ans de faire 2 bonnes affaires, 2 bonnes acquisitions. Et pour la banque aussi, c'est très important parce que la banque, elle vous voit aussi d'un œil extérieur et elle se dit, tiens, celui-là, il va acheter 10 biens en 1 an, ça va pas. Par contre, il agit en tant que bon père de famille et il prend un bien tous les années ou tous les 2 ans, c'est quelque chose, on va dire, c'est un rythme de croisière tout à fait acceptable. On parle beaucoup du premier bien. On va creuser un peu cette idée-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, tiens, est-ce que je dois le vendre? Est-ce que je dois rester habiter dedans et plutôt acheter pour louer? Ou alors je garde mon bien mais je le mets en location et j'achète pour habiter? Finalement, ce premier bien, comment on peut l'utiliser pour créer un effet de levier peut-être pour acheter le deuxième bien, Anthony? Ça va dépendre justement de ton premier achat déjà. Donc ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Si tu l'as acheté pour y vivre, c'est pas forcément ou pas toujours en tout cas une bonne idée de le louer parce qu'effectivement, si tu l'as loué pour y vivre, tu as peut-être fait effectivement des beaux travaux, tu l'as peut-être embelli, tu as peut-être fait un truc, ton crédit te coûte peut-être trop cher. Tu vois, parce que ta stratégie de départ, c'était pas de louer, donc c'est peut-être pas le bon endroit non plus. Donc le louer, ça va dépendre. Donc si effectivement, ça peut être une bonne idée. Le louer, potentiellement, ça peut être une bonne idée. Clairement, ça peut être une bonne idée, puisque effectivement, s'il se loue bien et que c'est une plus-value pour la banque,
go, vas-y. Ok, quoi. oui, donc c'est ça. Donc finalement, la question qu'on doit se poser, c'est si je le loue, est-ce que l'argent qui rentre est suffisamment élevé pour pouvoir payer Ça, c'est un petit calcul à faire aussi, Ouais. puisque la banque, elle pondère les loyers qui rentrent. À 80%. À ouais. 80%. Donc, du coup, il faut avoir un bon loyer pour prouver à la banque que c'est suffisant pour, déjà, de 1, rembourser le premier crédit et peut-être, de 2, débloquer des fonds pour payer le deuxième crédit. Donc, il y a un petit calcul à faire à ce niveau-là. Donc, il y a le louer intelligemment aussi pour pouvoir avoir plus de poids dans le dossier. Ok. Ken? Ouais, moi, ce que j'explique aux clients, c'est imagine, tu as acheté ton appartement ou ta maison, tu vis dedans, et à un moment donné, il y a une plus-value, comme tu l'expliquais, entre ton prix d'achat et ce que ça vaut aujourd'hui. Si la plus-value, elle est de 50 000, c'est peut-être un peu tôt pour la vendre. Si elle est de 150 000, en fait, moi, je compte toujours, tiens, si j'ai 150 000 euros sur mon compte en banque, combien ça me rapporte sur un livret? Rien aujourd'hui. Si je laisse juste la plus-value de l'immobilier agir, c'est pas mal, hein, on est entre 3, 4, 5%, ça dépend d'une région à l'autre. Mais si je vends, je récupère mes 150 et que je fais des investissements judicieux, je peux réellement augmenter ma rentabilité. Et donc, moi, quand je fais un achat, je compte quel est le montant que j'ai envoyé chez mon notaire à la signature de l'acte et quel est le montant qu'on va envoyer sur mon compte tous les mois. Ok. Et c'est comme ça que je calcule mon rendement, moi. Parce que beaucoup de gens calculent, tiens, j'ai acheté autant avec les frais, j'ai un loyer de autant, le pourcentage, il est 3% en moyenne, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Ces calculs-là est tronqué, je trouve. Moi, je veux savoir combien j'ai payé, combien on me paye. Ça, c'est mon rendement. C'est comme ça que je décide si c'est le moment de vendre ou pas. Ok, donc j'ai acheté, j'ai fait une plus-value. C'est pas forcément le réflexe à avoir de vendre son bien pour en acheter d'autres. La banque peut valoriser aussi finalement la valeur du bien et peut utiliser ça comme. Ouais, clairement, Ok. clairement. Ça, en fait, c'est effectivement toute la plus-value, en fait, si tu veux, de l'expertise par rapport, et c'est même pas par rapport à l'achat de ton bien, c'est par rapport à ce que tu as déjà remboursé, ce qui reste à rembourser sur ton crédit, tu vois. Donc des fois, le delta, il est énorme, parce que ici on parle effectivement de 2-3 ans, ça c'est quand tu veux investir et que tu veux effectivement avoir un gros patrimoine, donc ça c'est l'idée. Mais imagine que tu as un bien, ça fait 10 ans que tu le rembourses, Ouais. déjà, je veux dire, ce que tu as remboursé, que tu Ouais. peux réutiliser demain, plus la plus-value. Et ça, effectivement, il a raison, c'est vraiment, c'est comme si tu mettais l'argent en cash. Donc, Ouais. Des fois, tu as des 100, 125, 200 000. Des fois, j'ai eu des gens qui avaient 200 000 de plus-value et ils me disent, ouais, j'ai pas un euro de côté. Ok, mais c'est pas grave. C'est comme si tu m'amenais 200 000 euros parce que grâce à la plus-value, tu peux le réutiliser. Ken, en début d'émission, tu disais justement que toi, tu venais d'investir dans ton deuxième bien. Ouais. Quel a été le moment charnière, finalement, le moment où tu t'es dit, tiens, là, je peux investir maintenant? C'était dû à quoi? C'est parce que tu avais assez d'argent sur ton compte en banque? Parce que ton bien premier avait pris justement de la valeur? Qu'est-ce qui a été ce moment charnière? En fait, j'avais acheté un premier bien Ouais. que j'ai revendu. Et, Dans lequel tu habitais ou pas? Dans lequel Non. j'habitais. Ok, d'accord. Donc au départ, j'y connaissais rien. Et donc, comme tous les Belges, en tout cas une grande partie, j'ai acheté, j'ai mis une belle cuisine, une belle salle de bain. Et puis j'ai travaillé chez Winvest. Et je me suis rendu compte que c'était pas malin, mais je l'avais fait, c'était fait. Et donc j'ai quand même revendu avec une belle plus-value parce que des beaux travaux et tout, l'air de rien, quand tu mets ça sur le marché aujourd'hui, ça part rapidement à des bons prix. Et donc j'ai pris ma plus-value et je suis parti dans un esprit, un peu comme le tien, je pense, de développer un patrimoine immobilier le plus rapidement possible et le plus fréquemment possible. Moi, mon idée, c'est d'acheter chaque année. Et donc, j'ai dégagé un certain capital qui m'a permis d'acheter un premier bien, de faire des petits travaux. J'ai fait expertiser dans les 6 mois après travaux. J'ai pris ma plus-value qui m'a permis de racheter directement mon studio à pute, mais qui est très rentable. Et donc là, l'année prochaine, je vais faire expertiser les 2 appartements pour acheter mon Ok. troisième et ainsi de suite. Tu vois, ça fait boule de neige en fait. Mais continuons à partager un peu des bonnes pratiques. Evelyne Gillon l'a dit dans une autre émission. Elle dit que parfois aussi, ce qui peut être intéressant quand on a un budget pour acheter, il ne faut pas forcément acheter un appartement qui répond à ce budget-là, mais on peut aussi peut-être en acheter 2, acheter plus petit, mais en acheter 2. Est-ce que c'est aussi une bonne pratique, un bon réflexe? Parce qu'on se dit, on va acheter un deuxième bien, ok, mais peut-être qu'acheter 2 plus petits, est-ce que c'est plus intéressant ou pas forcément toujours? Moi, je suis partisan de ça parce que, en fait, je loue là où je vis, moi, parce que j'aime bien vivre dans un bel appart, un beau quartier, et c'est très cher. Et donc, à l'achat, si tu prends une maison aujourd'hui à 500 000, qui est le prix moyen d'une maison sur Bruxelles, t'en as pour 2 500 euros de remboursement de crédit mensuel. Si tu loues ça, tu vas tourner aux alentours des 1 600, 1 700. Donc, c'est 2/3 de ton remboursement crédit, tu vois. Moi, je loue ça. Par contre, de l'autre côté, j'achète des petites unités parce qu'en fait, la rentabilité locative, elle est beaucoup plus intéressante sur des petits mètres carrés. Plus tu augmentes tes mètres carrés, moins c'est rentable locativement parlant. Et donc, j'achète que des petits studios ou une chambre max
et je loue des chouettes trucs. Quoi, Vous avez d'autres justement réflexes ou bonnes pratiques à nous partager dans cette émission? Un truc que je trouve intéressant, pour rejoindre un peu et compléter ce qu'il dit, effectivement, le plus unité, c'est intéressant. Maintenant, il faut savoir qu'il y a aussi d'autres manières de louer, parce que le Belge, effectivement, le bon Belge, si je peux dire ça, aujourd'hui, il loue de manière classique. C'est-à-dire qu'il va acheter une petite maison, il va mettre un locataire dedans, c'est sympa, etc. Aujourd'hui, tu as des techniques comme justement Airbnb, par exemple, qui va optimiser effectivement tout ça. Et là, je suis encore d'accord avec lui. Si c'est plus petit, ça va sûrement soulever plus rapidement et ça va être augmenté ta rentabilité. Autre chose qui existe aussi, c'est la colocation aujourd'hui, qui est quand même un gros avantage aujourd'hui, puisque effectivement là par contre, si tu as un appartement, si tu as quelque chose, tu as une unité locative qui est déjà un peu plus grosse, même quelqu'un qui a peut-être mal démarré et qui loue aujourd'hui ça comme une maison, aujourd'hui peut faire par exemple de la colocation et faire plusieurs chambres. Et alors là du coup, tu multiplies ton loyer, quoi. Nayani, toi qui achètes beaucoup et qui revends beaucoup, ça t'inspire tout ce qu'on te dit là? Exactement. Et ce que nos deux messieurs disent sont totalement intéressants. C'est peut-être très intéressant en fait, puisqu'on a deux points de vue qui sont différents, mais qui se rejoignent à plein de niveaux. Et je trouve qu'effectivement, il y a de quoi prendre et de quoi s'inspirer. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, comme tu l'as dit, Anthony, parfois on a, forcément, c'est comme dans tout, on est un peu conditionné, on a certaines images des choses, et donc parfois il y a des chemins, finalement, il y a du hors-piste qu'on peut faire pour finalement arriver à l'objectif qu'on veut atteindre. Parlons de deux, trois petites choses encore, de l'hypothèque. Hypothéquer sa maison. Alors d'abord, est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que c'est exactement l'hypothèque, hypothéquer? Une hypothèque, si tu veux, pour le dire grossièrement et pour le dire de manière la plus simple possible, c'est simplement une garantie que la banque, l'organisme prend sur ta maison. Donc, autrement dit, elle lui appartient. Okay. Si je peux dire ça. Mais toi, ça te permet donc d'avoir du cash? Ça, à la banque, non, ça permet d'avoir la garantie. C'est-à-dire qu'en gros, si tu ne rembourses pas, entre guillemets, elle peut saisir ton bien. Ça lui appartient, si tu veux. Donc là, dans ce cas-ci, par exemple, si ta plus-value n'est pas suffisante, l'hypothèque, alors, est le plan B? Non. L'hypothèque, si tu veux, c'est vraiment juste la garantie que la banque prend. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de... Ouais. Ok, mais à partir de quand alors on passe par l'hypothèque? À partir de quand l'hypothèque devient une technique, une solution? Directement. Dès le début. Directement. Pas le choix. Le premier bien, et le bien est hypothéqué de toute façon. Ok, d'accord. De toute façon, il y a une hypothèque sur le bien. La banque te prête pas d'argent sans prendre une hypothèque. Voilà. Donc quand elle te prête de l'argent, elle est obligée de prendre une sûreté. Cette sûreté qu'elle prend s'appelle l'hypothèque. D'accord. Si tu veux, t'as trois termes que tu entendras, parce que ça c'est important, effectivement tu vas le voir aussi des fois sur les contrats de crédit et même à la banque et chez le notaire aussi. Tu as 3 garanties. Tu as donc vraiment l'hypothèque, ça c'est vraiment ce que la banque prend comme garantie. En gros, tu rembourses pas, elle peut saisir ta maison, c'est le principe, du jour au lendemain comme ça. Deuxième chose qu'elle peut faire, c'est ce qu'on appelle un mandat. D'accord. Un mandat, c'est plus ou moins la même chose que l'hypothèque, sauf qu'en gros c'est écoute, si tu rembourses pas, j'ai le droit d'activer mon mandat pour quand même prendre ta maison du jour au lendemain. Donc c'est la même chose. Non, la différence en fait se situe dans les frais de notaire. À partir du mandat et de l'hypothèque, le mandat il peut y avoir une conversion du mandat en hypothèque. C'est ça. Okay. Mais donc ça veut dire à l'inscription, si tu achètes un bien pour 1 million d'euros, on peut avoir une hypothèque d'1 million d'euros. Mais sur l'hypothèque d'1 million d'euros, tu payes un certain montant chez le notaire. Par contre, le mandat, ils peuvent prendre sur ta maison d'1 million d'euros un mandat, donc une hypothèque de 100 000 euros, mais un mandat de 900 000 euros. Okay. Donc ça réduit tes frais de notaire. Et ça, c'est quand tu as beaucoup d'achats, tu as plus facilement des mandats que des hypothèques. Voilà. Hypothéquer, ça fait peur. Ce mot fait peur. L'hypothèque, elle dure combien de temps? En fait, tant que tu ne la lèves pas, il faut savoir, c'est 30 ans, effectivement, c'est 30 ans, même si ton crédit dure 20 ans, 25 ans, l'hypothèque reste pendant 30 ans. Et tu peux choisir de la lever ou pas. Et la lever, ça coûte de l'argent. Donc ça, c'est un truc aussi qui est super intéressant. Ça dure 30 ans, c'est pas parce que tu as fait ton crédit en 20 ans qu'il faut forcément lever l'hypothèque. Pourquoi? Parce que si tu la lèves, ça va te coûter de l'argent, et si la banque doit reprendre une hypothèque sur ta maison, tu vas encore repayer, tu vois. Alors que si tu es dans les 10 ans d'après, si ça se trouve, ils vont juste dire, ok, vous avez encore une hypothèque sur cette maison-là. Ouais, j'ai plus de crédit. Oui, d'accord, mais encore une hypothèque. Ok, on peut réutiliser ça de nouveau pour réemprunter de l'autre côté. Et si, par exemple, la banque demande de mettre en garantie le bien d'une autre personne, un proche de sa famille, donc là, on hypothèque, on peut potentiellement hypothéquer, c'est aussi 30 ans? Alors, ça, c'est la question qu'on nous pose le plus souvent. Quand tu vas, si tu veux, utiliser le bien de quelqu'un d'autre, la plupart des gens, et c'est super intéressant que tu soulèves cette question-là, la plupart des gens pensent que c'est pendant toute la durée du crédit. Si tu veux, qu'on prend une garantie sur la maison, par exemple, des parents, pendant toute la durée du crédit. En fait, non. Une fois que, je veux dire que la banque a une sécurité suffisante, pour t'expliquer simplement, on peut dire, OK, on n'a plus besoin de la maison des parents, on retire les parents de l'équation. Ok. Et donc des fois, et ça c'est super intéressant aussi, une fois que la plus-value est suffisante, par exemple, des fois cette hypothèque, elle reste par exemple 3 ans. Ok, donc une sécurité suffisante, c'est quoi par exemple? Comment on peut atteindre cette sécurité suffisante pour les banques? Tu parlais de plus-value suffisamment intéressante. Ouais, donc c'est les travaux qu'on fait entre-temps qui font qu'à un moment donné, c'est quoi la sécurité ça peut être les travaux, sans vouloir rentrer dans le détail, si tu veux, tu as un terme que tu entendras souvent dans toutes les banques et c'est quand même important de le connaître. Tu as ce qu'on appelle la quotité. Donc la quotité, c'est quoi? Si tu veux, c'est le montant que tu mets en garantie
par rapport à ce que tu empruntes. Okay. D'accord. Et une fois que cette quotité, si tu veux, est suffisante, une fois que la garantie est suffisante, notamment, comme tu as dit, grâce à des travaux, grâce à la plus-value de l'immobilier, grâce à plein de choses, si tu veux, on dit, OK, une fois que la garantie est suffisante et que l'immeuble se suffit à lui-même, si je peux dire ça, alors on enlève les parents de l'équation. OK. Les banques estiment une garantie suffisante à 80% en fait, dès que tu passes à ton deuxième achat. Donc 100% de tes valeurs immobilières, la banque va prêter 80% maximum. Et donc, comment est-ce que tu atteins ces 20% de delta? Avec des travaux, en remboursant du capital et avec l'évolution du prix de l'immobilier simplement. Restons encore un peu dans les chiffres. Et je rappelle à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, vous n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire. Malheureusement, vu la durée de l'émission, on ne peut pas forcément aborder tous les sujets, mais nos experts sont là et vont régulièrement aussi sur YouTube, en commentaire, sur toutes les plateformes de streaming pour regarder si vous avez des questions à poser. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à les contacter en direct. Ken de Winvest. Nayani, on ne sait jamais trop où il se trouve, mais il y a moyen de chercher, de le trouver. Et puis sinon, il y a Anthony Urbain aussi qui est très actif sur les réseaux sociaux. En commentaire de YouTube, on a mis les liens directs vers leurs réseaux sociaux. En parlant de chiffres encore, quels sont les types de prêts qui existent? Parce que je pense que c'est aussi une vraie question. De nouveau, on pense tout simplement à un seul prêt, mais on parle de prêts de crédit pont, on parle de plein de choses. Anthony, ça va être encore toi, je vais encore toi te lancer là-dessus. Ouais. Puis n'hésitez pas à réagir, à compléter, à nuancer. En résumé, c'est si tu veux, tu as essentiellement, si je peux dire ça, donc le crédit pont, je veux dire, c'est quelque chose à part. Si tu veux, crédit pont, c'est vraiment quand tu passes d'un crédit à l'autre, quand tu passes d'un bien à un autre. Donc en général, le crédit pont, si tu veux, tu vas payer des intérêts juste le temps que ton premier bien se vend. Donc, ok, c'est utilisé, mais c'est pas, quand on est investisseur, c'est pas le crédit qu'on utilise le plus. Ok, donc pour passer de un bien à deux, le crédit pont, c'est pas forcément parce que le crédit pont, c'est vraiment pour supprimer le premier afin de payer le deuxième. C'est ça. Mais j'imagine que donc, à la banque, il y a 10 modèles différents, il y a plusieurs modèles ou Alors, par contre, en fait, pour moi, tu as, si je peux dire ça, on va dire 3 grandes catégories de crédits pour essayer de le faire. Je répète, c'est vraiment la manière plus simple. C'est un sujet un peu compliqué. Tu vois, d'habitude, je donne une conférence, ça me prend 2 heures pour ça. Donc, tu as 3 minutes. Parfait, top. Donc, en gros, tu as un crédit classique où tu rembourses du capital et des intérêts. D'accord. Donc, en général, la mensualité va être, je veux dire, la plus élevée. Et là, on est sur des taux de combien, généralement? Ouais, ça dépend de ton dossier. Je dirais que pour le moment, on est entre 3 et 4. Okay. Pour te répondre, vraiment, okay. Ouais, ils sont augmentés. Donc, on est entre 3 et 4 pour le moment. D'accord. Donc, effectivement. Première, c'est capital et intérêt. Deuxième chose que tu peux faire, c'est ce qu'on appelle donc des crédits bullet, des crédits termes fixes, des crédits lombards. C'est la même famille. Même famille, exactement. C'est des crédits sur lesquels tu peux rembourser soit pour la totalité de ton crédit, soit pour une partie, uniquement du capital. Gros avantage pour les investisseurs, il y en a énormément qui l'utilisent, c'est que ta mensualité va être plus basse. Parce que forcément, tu rembourses que des intérêts pour une partie, si tu veux. Donc ça, c'est bien parce que ça peut te permettre d'avoir plus de cash flow, pas forcément plus de rentabilité, mais plus de cash flow en tout cas. Et tu vas pouvoir le réutiliser justement pour réinvestir dans un autre bien peut-être plus rapidement. Attention que l'inconvénient de ça, c'est qu'au terme fixe, qui a été fixé avec la banque, si tu veux, on va te demander de rembourser le capital en question. Ouais. Maintenant, tu peux, entre-temps, soit le solder d'une manière ou d'autre, soit de revendre automatiquement. Okay, donc ça, c'est intéressant aussi dans une stratégie de plusieurs investissements. Ouais, d'investissement. Ok, d'accord. Okay. Clairement. Et dernière catégorie, tu as des crédits, si tu veux, pour pas citer le produit, mais tu as des crédits, si tu veux, qui augmentent au fil du temps, donc qui sont plus bas au départ et qui augmentent par après. Ce qui est cool, c'est que ça peut te permettre d'avoir moins de mensualités au départ, ça suit ton salaire et tu as des plus-values immobilières, je veux dire, plus rapides. Est-ce qu'il a réussi sa mission de résumer ça en 3 minutes, Ken? Toi qui as un passif de banquier, est-ce que c'est bien expliqué? C'est bien expliqué. Il en a oublié un que moi j'utilise pour faire des faux crédits bullet. En fait, ce que tu fais, c'est que quand tu achètes un appartement dans lequel il y a des travaux, tu fais un crédit travaux. Moi, j'ai toujours à mes clients, quand vous faites un crédit travaux, faites toujours un devis plus élevé que ce que vous allez réellement faire. Parce que souvent, il y en a qui font les travaux et puis en cours, ils disent « Ah merde, c'est plus cher que prévu ». Ils doivent aller réemprunter à la banque. Et là, ils passent sur des crédits à la consommation où c'est beaucoup plus court et la mensualité fait mal. Donc, il faut toujours faire un devis plus gros, faire ces travaux très rapidement. En 1 mois, ce serait l'idéal, tu vois. Et en fait, tant que tu n'as pas utilisé ton enveloppe crédit, tu ne dois pas commencer à rembourser le capital. Et tu peux faire ça pendant 2 ans. Et donc, ce que je fais, c'est que j'achète des studios et des appartes, je les retape direct, et je dis à la banque, tiens, j'ai pas fini mes travaux, je vous appellerai quand je l'ai fini. Et en fait, pendant 23 mois, moi, je ne paye que des intérêts. Mais au lieu de me taper une mensualité de 1 000 €, j'en paye 350. Et si je loue mon appart 850, pendant 2 ans, j'ai mis 500 € de côté tous les mois.
C'est ce qu'on Voilà, appelle, c'est pas mal. c'est ce qu'on appelle la franchise en capital. La seule chose, c'est que son crédit va démarrer réellement 2 ans plus tard. Ouais. Donc, il va Ça. payer son capital 2 ans plus tard. Mais c'est une technique que C'est pas qu'on mal. fait beaucoup. Non, on fait C'est pas beaucoup. mal. On fait J'in- beaucoup ça j'invite- quand tu as des gros investissements aussi. Ok. Des gros immeubles à rénover, alors là, ça devient très intéressant. Moi, j'invite ceux qui nous écoutent et qui nous regardent à revenir en arrière et à réécouter 2 fois, 3 fois ce qui vient d'être dit, parce que j'ai l'impression, j'ai vu vos yeux briller là-dessus. J'ai l'impression que vous pratiquez tous Ouais, c'est clair. cette petite technique-là. Bon, les amis, le podcast, l'émission, elle avance, elle touche tout doucement à sa fin. Comment passer de 1 bien immobilier à 2 ? Comment développer son patrimoine ? Est-ce que vous voulez rajouter encore quelque chose, apporter une nuance, une autre info ? Ouais. C'est beaucoup plus facile que ce qu'on croit. En Ok. fait, ça fait peur. Parce que nos papas, nos mamans nous ont toujours dit achète ta maison, rembourse pendant 25 ans, c'est ta meilleure épargne pension. C'est faux. La meilleure épargne pension, c'est d'acheter un maximum et de pouvoir arrêter de travailler le plus tôt possible parce que clairement, je ne travaillerai pas jusqu'à 67 ans. Mais donc, il faut le faire. Les premières nuits, c'est dur. Quand on achète le premier ou le deuxième, on stresse un peu, on se dit tiens, est-ce que c'était le bon truc ? Est-ce qu'il y aura des putes ou pas dans mon immeuble ? Mais en réalité, ceux qui gagnent, ceux qui deviennent riches, ils osent le faire. Et donc, le seul conseil que je peux donner, c'est allez-y, il faut pas traîner, il faut le faire. Et c'est vrai que tu es le profil type des gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Tu n'étais pas forcément initié dès le départ. Tu as appris avec le temps, notamment en travaillant aussi dans le secteur de l'immobilier. Comment tu as appris finalement ? Tu étais le soir sur YouTube, tu as acheté des livres. Tu as fait comment pour apprendre ? Je l'ai Tu as fait. pratiqué, puis tu l'as fait. Tu as fait des Franchement, erreurs et puis ouais. ok, d'accord. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est de sauter dans l'eau. tu Ouais, vois, tout à et fait. Apprendre sur le tas. faut y Ouais. aller. C'est clair. Un truc aussi qui est super important, c'est de bien déterminer, je trouve, sa stratégie avant, de savoir ce qu'on va faire. Parce que si c'est juste dire je vais acheter là parce qu'on m'a dit d'acheter là, je trouve pas ça entre guillemets malin. C'est de dire ok, je vais acheter là parce que, et là justement Winvest peut vraiment vous aider, c'est de dire je vais acheter là parce qu'effectivement là par exemple le Airbnb fonctionne bien ou là cette stratégie fonctionne bien et avoir du coup aussi la bonne stratégie de crédit derrière. C'est vrai que les agences immobilières, à quel moment réellement on peut les contacter ? Dans ce cas-ci, par exemple, l'agent immobilier, on peut aussi le contacter en mode j'ai envie d'acheter. Et vous pouvez aussi conseiller sur les lieux, sur les techniques aussi, sur les pratiques. Ou alors non, on vient chez vous justement parce que vous avez un catalogue, vous avez un bien. On peut aussi venir en amont sans avoir vraiment ciblé de biens. Et vous pouvez conseiller aussi les gens. Non, c'est ce que je disais au début. Un agent immobilier, aujourd'hui, s'il n'a pas de réseau, c'est difficile. Ok. Et donc, nous, pourquoi les clients nous payent ? C'est pas juste pour mettre des photos sur ImoWeb et ouvrir des Et c'est portes. souvent l'image qu'on a. Hein. Ouais, malheureusement, c'est pas le cas. En tout cas, Ok. il y a des bons agents encore même hors Winvest et heureusement, hein, tu vois, il y a des gens qui travaillent vraiment bien. Mais l'idée, c'est qu'on puisse parfois amener des clients directement en off-market. Et donc, on a pas mal de clients qui nous disent tiens, les gars, moi, je cherche tel investissement, tel immeuble de rapport, telle maison dans tel quartier. Dès qu'on les a, dès que les mandats sont signés, tu vois, on peut appeler les clients et leur présenter ces biens-là directement. Donc ouais, faire appel à un agent immobilier quand tu es à la recherche, c'est intéressant. Quand tu es un investisseur, encore plus, parce que l'agent immobilier t'aime bien. Ouais. Il sait que quand tu l'appelles, il va sans doute acheter. Et c'est vraiment intéressant pour nous d'avoir ce genre de clients. Parce qu'on se demande effectivement souvent qui on doit contacter, on doit s'entourer de qui finalement. Il y a tellement d'acteurs. Toi, t'es courtier, Nayani, t'es promoteur, enfin, t'es investisseur. Il faut Toi, t'es s'entourer. agent. On va voir qui finalement en premier, qui va nous dépouiller le Tous. plus, tous certainement, Il mais faut qui va nous s'entourer d'un conseiller le maximum mieux. de Quoi. monde, Ouais, ouais. c'est ça. Et puis, j'imagine comme à chaque fois, challenger un peu les discours de chacun et puis faire sa vérité et puis expérimenter. Nayani, le mot de la fin pour toi. Le mot de la fin, c'est toujours très difficile d'avoir le mot de la fin quand même. Hein. Bah, tu Ton peux bateau. simplement, tu peux Non, rappeler ton mais- bateau, le montant mais et donc où te je vends contacter. toujours un bateau. Je vends un bateau. Je vends un. Non, mais le mot de la fin, c'est que c'était vraiment une émission très instructive, avec beaucoup de détails techniques. Donc c'est vrai, comme tu l'as dit, peut-être la réécouter une deuxième fois. Mais il y a eu ici, on a soulevé quand même des éléments très importants pour pouvoir avancer en investissement immobilier. Donc il y a beaucoup de choses à retenir de cette émission. Merci Ken pour cette Avec première. plaisir. Merci Anthony pour cette première. Avec plaisir. Merci Nayani d'avoir encore été là. De Merci. toute façon, tu es toujours là et on le sait. Tu es un fidèle de cette belle émission, de cette belle équipe. Les amis, on vous le rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur YouTube et toutes les plateformes de streaming. Vous commentez, vous partagez, vous likez. Vous n'hésitez pas aussi à nous partager des sujets, des idées de sujets. Vraiment, on est preneur aussi puisqu'on fait cette émission pour vous, avec vous. Donc, on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode et on vous dit à très bientôt. Et on remercie encore une fois nos partenaires. On remercie Eloya et PNV. On vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.